Bonjour et bienvenue à la présentation 3 de l'unité 13. Dans ce cours, nous parlerons de la manière dont l'évaluation environnementale stratégique peut être utilisée pour prendre en compte les débits environnementaux. Deux objectifs seront abordés. Dans un premier temps, nous allons expliquer les principales différences entre l'évaluation des incidences environnementales et sociales et l'évaluation environnementale stratégique. Ensuite, nous expliquerons comment l'EES peut aider à prendre en compte les débits environnementaux au niveau du bassin. Les résultats des analyses d'impact informent le public et les décideurs sur les impacts et les avantages probables des développements ou des actions stratégiques proposées. L'évaluation des incidences sur l'environnement ou des impacts sur l'environnement se concentre sur un seul projet et couvre une zone plus restreinte. L'une des questions auxquelles elle doit répondre est de savoir comment le projet modifiera les régimes d'écoulement et de sédimentation et quelles conséquences cela aura sur les personnes, les autres activités économiques et les autres composantes biotiques de l'environnement. Cependant, les réglementations peuvent ne pas spécifier la nécessité de couvrir en détail les impacts régionaux, transfrontaliers et cumulatifs. En outre, les informations permettant d'évaluer ces impacts ne sont souvent pas disponibles pour les promoteurs de projets. L'évaluation environnementale stratégique est plus appropriée pour évaluer ces impacts, en particulier les effets cumulatifs qui affectent les composantes spécifiques de l'environnement naturel et social, car elle a une portée régionale. L'évaluation stratégique est flexible et peut être appliquée à des groupes de projets. Elle peut également être utilisée pour explorer les impacts et les avantages que les lois, les politiques, les plans ou les programmes pourraient avoir. Lorsqu'il y a une intervention, il faut d'abord se demander ce qui est évalué. L'évaluation des impacts environnementaux et sociaux serait utilisée pour un seul projet, par exemple un barrage, et l'objectif sera d'identifier ces impacts et ses bénéfices et de proposer des mesures d'atténuation des impacts. Les actions stratégiques, politiques, plans, programmes, lois et décisions doivent être également évaluées pour connaître leur impact et leurs avantages. Par exemple, un plan qui implique la construction de plusieurs barrages. Il existe deux approches de l'évaluation stratégique lorsque l'objectif est simplement de se conformer à la réglementation et à l'évaluation d'un plan qui a été conçu. L'EES est appliqué comme EIE pour identifier les impacts et les atténuer. Dans ce cas, il y a une marge pour améliorer le plan. Une approche constructive vise à améliorer les produits et à impliquer les parties prenantes dans l'analyse afin de définir laquelle de plusieurs alternatives est la meilleure pour atteindre les objectifs multiples. Pour les instruments de niveau supérieur tels que politique et loi, l'évaluation environnementale stratégique est appliquée pour analyser les impacts et les avantages directs et indirects que leur mise en œuvre peut avoir. L'évaluation environnementale stratégique permet également de vérifier leur alignement avec d'autres instruments afin de s'assurer qu'ils ne sont pas en conflit. Par exemple, une loi qui promeut l'agriculture pourrait être en conflit avec une loi pour la conservation de l'eau et la réduction des débits environnementaux des rivières. Les plans sectoriels peuvent être évalués afin de vérifier leur alignement sur les politiques et les lois supérieures ou sur d'autres plans sectoriels. Il s'agit, en outre, de déterminer leurs conséquences positives et négatives et de préciser les mesures visant à atténuer les conséquences négatives. Par exemple, un plan énergétique national peut viser à améliorer la production d'hydroélectricité. Cela pourrait être en conflit avec d'autres plans,
par exemple le plan d'action nationaux pour la conservation de la biodiversité. Une évaluation environnementale stratégique pourrait être faite pour identifier les endroits où l'hydroélectricité n'affecterait pas la biodiversité et pour fixer les débits dans les cours d'eau où l'hydroélectricité serait située. Les plans de bassin et les plans régionaux peuvent également être évalués pour vérifier leur alignement sur les politiques et les lois nationales ou pour les mettre à jour après les changements de loi ou de conditions régionales, par exemple une catastrophe majeure naturelle. Toutefois, un objectif principal devrait être de fixer des orientations pour différents types de développement ou d'activités dans le bassin, considérés dans le meilleur ensemble. Par exemple, développer une vision du bassin et définir des objectifs de gestion basés sur la participation des acteurs et des régulateurs. Adapter le lieu de développement à l'adéquation du terrain. Fixer des limites pour certains types de développement en fonction de la capacité de l'environnement social et naturel. Comparer différentes voies de développement pour choisir celle qui implique le moins de compromis entre les objectifs. Cette approche impliquerait par exemple de commencer l'évaluation environnementale stratégique et le processus de planification dès le début de la formulation du plan de gestion du bassin, de comprendre l'hydrologie du bassin et les tendances de développement, d'identifier les mesures et les menaces qui pèsent sur l'eau et les ressources naturelles, de définir une vision pour le bassin et des objectifs pour les débits, la conservation de la biodiversité, le développement et autres objectifs dans une rivière ou différents cours d'eau du bassin, et enfin de faire l'analyse de différentes alternatives pour répondre à ces objectifs et à d'autres besoins humains. Ce tableau montre certaines des principales différences entre l'EIE, c'est-à-dire l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, et les deux types d'évaluation environnementale stratégique, bien que nous nous concentrions sur l'EIE et l'ESS à orientation stratégique. L'une des différences est qu'une évaluation environnementale stratégique constructive impliquerait les parties prenantes dès le début du processus d'identification des besoins environnementaux, sociaux et économiques, puis conserverait une collaboration des voies alternatives pour répondre à ces besoins de manière durable avec une vision à long terme. Les objectifs détermineraient les besoins d'information pour définir la base de référence et effectuer une analyse de la situation. La réalisation d'une évaluation environnementale stratégique est généralement plus longue que celle d'une étude d'impact environnemental, car elle est plus complexe. Plutôt que de se concentrer sur un projet individuel, une évaluation environnementale stratégique se concentrera sur un développement multiple dans un secteur, par exemple l'énergie, ou prendra en considération différents types d'activités dans une région ou un bassin fluvial. Dans les deux cas, l'évaluation environnementale stratégique analysera des alternatives pour atteindre des objectifs multiples tout en minimisant les compromis. L'évaluation environnementale stratégique prendra en considération une zone plus vaste et commencera par explorer la manière d'orienter le développement régional ou sectoriel de manière durable en fonction des besoins plutôt que d'essayer de répondre ou de rendre les impacts d'un projet spécifique moins importants ou non durables. L'évaluation d'impact environnemental se concentre sur les impacts d'un projet spécifique et la portée des mesures d'atténuation est souvent limitée. Une approche régionale permet de mieux comprendre les différentes causes du déclin de la biodiversité ou de l'état de l'eau, des terres et autres ressources naturelles et la tendance qu'elles montrent. Une évaluation environnementale stratégique peut évaluer les besoins futurs en matière de développement afin de soutenir la publication pour une zone géographique plus vaste
et sur le long terme. Elle peut utiliser différents types de modèles ou de scénarios pour éclairer l'élaboration des stratégies. Un des avantages de l'évaluation environnementale stratégique est qu'elle peut analyser au niveau régional les impacts du secteur spécifique afin de proposer des mesures d'atténuation plus efficaces pour minimiser les impacts pour l'ensemble de la région. L'évaluation environnementale stratégique peut également identifier l'adéquation des terres à différents usages afin de définir des zones adaptées à des types de développement spécifiques et des zones pouvant être préservées ou restaurées pour accroître les services écosystémiques. Par exemple, une étude d'impact environnemental pourrait évaluer la manière dont un projet affectera la population de poissons dans une rivière. Mais l'évaluation environnementale stratégique peut évaluer le statut des espèces de poissons dans un bassin et proposer les mesures pour contrôler les différents facteurs contribuant à la dégradation de l'habitat des poissons et au déclin de certaines espèces de poissons. Une approche intégrative de l'évaluation environnementale stratégique met en contexte la façon dont ces causes interagissent pour créer des effets cumulatifs ou transfrontaliers et la façon dont les tendances ou les impacts peuvent être influencés par les changements climatiques. Il s'agit d'une base pour concevoir des voies d'adaptation. L'évaluation environnementale stratégique est en cours d'intégration dans la législation de nombreux pays et fournit un cadre pour la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau et des ressources en eau, c'est-à-dire l'AGIR. La Commission néerlandaise d'évaluation environnementale, le NCEA, a soutenu le processus de planification des processus fluviaux et des deltas. Ce sont là quelques-uns des avantages de l'utilisation des évaluations environnementales stratégiques dans la planification. Le processus implique les parties prenantes et les autorités, ce qui permet de prendre en compte les intérêts des différents groupes. Cela ajoute à la légitimité et à la crédibilité et donne de la crédibilité au processus. Une partie du processus d'évaluation environnementale stratégique consistera à analyser le contexte juridique administratif afin d'identifier les conflits entre les lois ou les politiques, de recommander des changements pour réduire ces conflits et soutenir le développement durable. Cela facilite l'intégration des objectifs de l'AGIR avec les objectifs d'autres secteurs afin de trouver des synergies et de traiter les conflits potentiels. L'engagement de plusieurs parties prenantes favorise la collaboration et le sentiment d'appropriation du processus et de ses résultats, ce qui contribuera au succès de la mise en œuvre des plans de gestion et des débits environnementaux. Les résultats de l'évaluation informent toutes les parties prenantes, ce qui contribue à une meilleure décision sur la manière de traiter les multiples problèmes affectant les bassins hydrographiques. Dans les contextes transfrontaliers, les processus d'évaluation environnementale et stratégique peuvent faciliter la gestion sur une base transfrontalière et l'harmonisation des politiques sectorielles dans le pays du bassin. Les processus d'évaluation environnementale stratégique et d'évaluation des impacts environnementaux comportent des étapes similaires, mais pour l'évaluation environnementale stratégique, ils peuvent être modifiés en fonction de l'objectif de l'évaluation. Le programme montre les étapes que la Commission néerlandaise d'évaluation environnementale, le NCEA en 2018, a définies pour intégrer l'évaluation environnementale stratégique dans la planification des bassins hydrographiques. Dans l'unité 12, nous avons utilisé le même diagramme pour montrer les étapes ou le processus d'évaluation environnementale stratégique. Ici, nous modifions le diagramme pour montrer les similitudes entre les deux processus. Les termes en caractère gras correspondent aux étapes des processus d'évaluation d'impact environnemental et social. Dans l'évaluation environnementale stratégique, les parties prenantes doivent être impliquées tout au long du processus.
En général, un organisme de réglementation lance le processus, de sorte qu'il n'y a pas de filtrage. Au cours de la phase de cadrage, les activités viseront à développer la vision du bassin, traduite en objectifs spécifiques à atteindre. Ensuite, il faudra définir des alternatives pour atteindre les objectifs. Dans cette étape, une analyse politique aidera à identifier l'influence que les lois, politiques et réglementations d'autres secteurs peuvent avoir sur le bassin et la réalisation des objectifs. Une analyse ou une partie de l'analyse consistera à comparer les impacts et les bénéfices de toutes les alternatives et à donner les informations aux parties prenantes afin que tous puissent décider laquelle entraîne le moins de compromis et choisir la meilleure alternative. Ceci dans une phase très interactive afin de tester différents scénarios et hypothèses pour savoir comment les alternatives se comportent dans les différentes situations et les compromis entre les objectifs. L'alternative jugée meilleure sera réalisée pour l'évaluation de l'impact, de l'identification des mesures d'atténuation visant à minimiser les impacts et à améliorer les bénéfices. Les mesures d'atténuation peuvent inclure des recommandations visant à réduire les conflits avec les objectifs poursuivis par d'autres secteurs. Par exemple, en actualisant les réglementations ou les règlements ou en modifiant les lois. Pour les plans existants, l'évaluation peut être utilisée pour les mettre à jour en tenant compte des questions émergentes des nouvelles exigences politiques. Les autres étapes sont également similaires. Toutefois, la décision devrait intégrer davantage de retours d'informations de la part des parties prenantes et la mise en œuvre et le suivi impliqueront une plus grande coordination entre les différents organismes et parties prenantes. Dans les prochaines diapositives, nous verrons 3 exemples de la manière dont les débits environnementaux ont été pris en compte dans les évaluations stratégiques. Il s'agira d'un bref résumé des objectifs et des principales conclusions. Dans les références, vous trouverez les liens pour télécharger les rapports si vous avez envie d'en savoir plus sur ces études. Le premier exemple est l'évaluation environnementale stratégique qui a été réalisée en Croatie pour mettre à jour le plan de développement du bassin Danube. L'un des objectifs était d'aligner les mesures du plan sur la stratégie et le plan d'action et les plans d'action nationaux pour la protection de la biodiversité. Il s'agit d'un plan que les pays préparent pour aider à atteindre les objectifs de la Convention sur la biodiversité biologique. Un autre objectif était d'intégrer le transport de l'eau dans le plan de développement du bassin, car il s'est développé dans plusieurs parties du bassin. Par exemple, avec les excursions en bateau le long du Danube. Le document décrit le processus suivi et fournit des informations sur le bassin et son développement. Deux des mesures proposées pour protéger les écosystèmes aquatiques et la biodiversité sont que les nouveaux projets qui nécessiteraient de grandes quantités d'eau, par exemple les projets industriels, devraient intégrer une technologie permettant de réduire au minimum l'utilisation de l'eau et de garantir des rejets de débit minimum, de rejets minimal écologiquement acceptables. Les projets d'hydroélectricité devraient assurer la connectivité des cours d'eau pendant la construction et l'exploitation. Le rapport a également recommandé la définition de mesures visant à améliorer l'état des masses d'eau considérées comme présentant des conditions hydromorphologiques insatisfaisantes, notamment en garantissant l'attribution de débits qui soient écologiquement acceptables. Au Sri Lanka, l'évaluation environnementale stratégique de la centrale d'investissement
pour la construction d'infrastructures destinées à atténuer les effets des inondations et de sécheresse avait notamment pour objectif d'identifier les impacts environnementaux et sociaux qui résulteraient de la construction des infrastructures envisagées dans le plan. Un autre objectif était d'identifier les contraintes qui influenceraient la mise en œuvre des interventions structurelles et non structurelles. L'évaluation environnementale stratégique a également été réalisée pour évaluer dans quelle mesure les politiques, les lois et les règlements étaient adéquats pour parvenir à une gestion efficace des risques d'inondation et de sécheresse et quelles étaient les capacités et les besoins institutionnels pour gérer les risques et mettre en place des installations pour les atténuer. Considérant qu'un bon état de l'environnement est important pour l'adaptation, l'évaluation environnementale stratégique a suggéré des mesures pour atténuer les impacts sur la biodiversité et la nature. Par exemple, elle a précisé qu'il était nécessaire d'attribuer des débits environnementaux en aval des réservoirs proposés, mais ne pouvait pas être plus précise car les évaluations des impacts environnementaux pour les barrages étaient en cours. Elle a souligné que dans plusieurs parties du bassin, la déforestation résultant de plusieurs activités était un facteur important de sécheresse. Elle a analysé l'adéquation des infrastructures proposées aux conditions locales et a suggéré d'envisager des plans de première intervention pour gérer les eaux de crue au lieu de construire des barrages, étant donné que les impacts potentiels sur l'interruption des débits environnementaux et la perturbation du mouvement des organismes aquatiques pourraient être plus importants que les bénéfices attendus. Les modifications suggérées dans le modèle d'inondation pour tenir compte de la bidimensionnalité du débit dans les canaux. Le rapport de l'évaluation environnementale stratégique a également souligné plutôt les effets de la pollution de l'eau et de la construction de ponts sur la biodiversité, en particulier dans les lagunes, et la manière dont les ponts et autres infrastructures ont modifié le drainage naturel et contribué à ralentir les débits environnementaux lors des crues. Au Myanmar, les conflits ethniques et les violations des droits de l'homme résultant du développement de l'hydroélectricité ont motivé l'évaluation environnementale et stratégique pour le secteur hydroélectrique du Myanmar. La vision pour parvenir à un développement durable dans le secteur avait plusieurs objectifs, notamment maintenir les processus naturels qui assurent la santé des rivières et des services écosystémiques, préserver les valeurs culturelles, environnementales et biophysiques qui pourraient être menacées par le développement de l'hydroélectricité, éviter les impacts socio-économiques importants jugés inacceptables, la gestion des conflits, étendre les avantages de l'hydroélectricité à la population locale et nationale. L'évaluation environnementale et stratégique a donné lieu à de multiples constatations. En voici quelques-unes. Le processus d'évaluation environnementale et stratégique a permis aux communautés touchées par l'hydroélectricité d'exprimer ce qu'elles ont ressenti comme des lacunes dans le processus d'évaluation environnementale, notamment le manque de consultation et de transparence sur les décisions d'autorités de développement pour l'hydroélectricité, en demandant la mise en œuvre de mesures visant à rendre le processus d'évaluation d'impact environnemental pour l'hydroélectricité plus participatif et plus transparent. Le rapport a également souligné la nécessité de mettre en œuvre une gestion plus coordonnée au niveau des bassins versants afin de contrôler les impacts causés par la déforestation, l'hydroélectricité et l'exploitation minière. Il a souligné l'exigence d'intégrer la libération de débit dans chaque projet hydroélectrique. Il a également recommandé
d'évaluer la faisabilité de l'installation de passes à poissons dans les barrages ou les petits déversoirs, ainsi que les options permettant le rinçage spécifique pour préserver les débits de sédiments en aval des barrages. Il est également recommandé de préserver un bassin sans développement d'hydroélectricité pour préserver les conditions inchangées. Pour les systèmes pluviaux comportant plusieurs barrages, il est recommandé de coordonner les lâchers des multiples projets afin d'optimiser la production et la libération des débits pour maintenir les écosystèmes fluviaux et contrôler les inondations. Nous concluons cette présentation en résumant quelques points sur l'évaluation environnementale stratégique pour inclure les débits environnementaux dans la planification et la gestion au niveau régional. L'étude d'impact environnemental s'applique aux projets individuels, mais lorsque les projets sont susceptibles d'avoir des impacts au niveau régional, les contraintes en matière de données, de ressources et de calendrier du processus d'étude d'impact environnemental sont utilisées pour traiter les impacts au niveau régional. L'évaluation environnementale stratégique fournit un cadre pour le processus de planification. L'évaluation environnementale stratégique, avec une approche constructive, s'appuiera sur la participation des parties prenantes afin que leurs intérêts soient pris en compte lors de la planification. Leur participation contribue à la légitimité et à la transparence du processus. L'évaluation environnementale stratégique est généralement réalisée sur une période plus longue et intègre des informations permettant d'évaluer la manière dont le développement multiple contribue à générer différents types d'impacts, notamment cumulatifs et transfrontaliers. Les impacts qui affectent les systèmes fluviaux et la biodiversité aquatique sont causés par les effets cumulatifs de multiples activités dans le passé. Grâce à son champ d'application plus large, l'évaluation environnementale stratégique est plus adaptée pour traiter les impacts sur les débits environnementaux, la biodiversité, les écosystèmes, les services écosystémiques au niveau du bassin ou de la région. Merci d'avoir suivi cette présentation. Cette diapositive présente les différents résultats qui ont été utilisés pour construire ce cours. Merci et à bientôt.